Paris Première, bienvenue chez Zemmour et Lolo, l'émission qui donne du temps à la politique, une émission évidemment spéciale ce soir, largement consacrée à la victoire de Donald Trump. C'est Z, saison 6, épisode 4, sommaire. On se penchera évidemment sur l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Sortez les sortants, un milliardaire vitupérant, chantre du tous pourri pour diriger l'une des plus grandes démocraties du monde. Le changement, on dirait bien que c'est maintenant. Son Amérique à lui est peuplée des fantômes de Kerouac, Faulkner et Hemingway. Mais ce soir, il vient aussi nous parler de la France. Il vient nous parler de son livre qui s'appelle Contre-attaque. Il va y avoir du sport. C'est l'heure du focus. Alors, il publie aujourd'hui Contre-attaque, qui est une série d'échanges et d'entretiens avec Franck Nucci sur l'état de la France, avant de recevoir le très joyeux écrivain Philippe Solers. Voici son anti-portrait par Dimitri Kefelec. Une curieuse solitude par Philippe Solers. C'était votre première télé, Philippe Solers, à l'occasion de la sortie de votre premier livre, Les péripéties d'un narrateur qui cherche à comprendre le bonheur. C'est comme s'il était revenu du tout, si vous voulez, comme s'il se reprenait, et que, ayant accompli ses désirs, au fond, il se trouve encore plus seul que jamais. Comme si c'était vraiment le bonheur qui isolait au lieu du malheur. Pour certains, le bonheur n'est pas toujours une chose facile, comment tendrait à le croire. Vous aviez 21 ans et débouliez dans le paysage médiatique, le début d'une carrière qui marque déjà les esprits, car une chose est sûre, Philippe Solers, vous ne laisserez jamais indifférent. J'ai été très attaqué, c'est normal, puisque c'est la poésie, disait Mandelstam, c'est la guerre, la littérature, c'est la guerre. Soit on aime Solers, soit on l'aime pas. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à Solers pour aimer Solers, parce qu'il ne parle que de lui. J'ai besoin de rameurs à contrario. Ce qui est plus gênant, c'est quand le système, qui ne peut pas vous supporter, comprend qu'il vaut mieux oublier de parler de moi. Voilà. En 1960, vous cofondez la revue Telle Quelle et commencez à peser dans le débat intellectuel en France. Je suis publié dans la collection Telle Quelle, des auteurs déjà comme Barthes, d'autres qui sont venus là parce que précisément la situation était déjà très mauvaise. Et pourtant, politiquement, on a beaucoup de mal à vous situer. Car Philippe Solers, vous n'êtes pas toujours perceptible. Ancien maoïste. Il n'a jamais eu, en tant que maoïste, un mot de repentir à ce sujet. Vous semblez prendre le parti d'Édouard Balladur en 95, défendez Ségolène Royal en 2007 et attaquer assidûment Nicolas Sarkozy depuis une dizaine d'années. Dans une communication que j'ai eue par table tournante avec Victor Hugo, qui m'a dicté la formule suivante: la France était très moisie, elle méritait Sarkozy. La France moisie. Le titre de cette tribune sous forme de réquisitoire publié en une du Monde en 99 avait à l'époque déjà fait scandale. Je ne veux pas apparaître comme étant, de votre point de vue, un mauvais Français. Je pense que vous avez un problème avec le peuple, avec ceux qui travaillent, souvent durs, et que vous qualifiez un peu vite de France moisie. Ce que je vous reproche, c'est cette volonté de discréditer la France, de lui enfoncer la tête sous l'eau, de la confronter uniquement à ses crimes. Et à mon sens, c'est oublier l'autre face, la face lumineuse. Enfin, difficile d'exposer votre vie sans vous affubler d'un qualificatif, celui de libertaire. Car Philippe Solers, vous n'avez jamais renié l'esprit de mai 68. Solers n'a jamais renié Cohn-Bendit. Ce qui l'intéresse donc, c'est l'idée de révolution. 1968, où paraît-il, s'est passé des choses dans ce pays. Je ne sais plus très bien quoi, mais des événements, il paraît qu'il y avait de la révolution, il paraît qu'il y avait de la liberté partout. C'est peut-être un révolutionnaire en chant, mais ce ne sont pas les pires, les révolutionnaires en chant. Ils font des très belles choses aussi. C'est donc pour percer votre mystère, Philippe Solers, que nous tenions absolument à vous inviter. Percez votre mystère, hein? Bonsoir Philippe Solers. Dans ce texte, La France moisie, vous fustigiez il y a 17 ans une France qui a toujours détesté pêle-mêle les Allemands, les Anglais, les Juifs, les Arabes, les étrangers en général, l'art moderne, les intellectuels coupeurs de cheveux en quatre, les femmes trop indépendantes ou qui pensent, les ouvriers non encadrés et finalement la liberté sous toutes ses formes. Ce texte donc est le point de départ de votre livre. Avant de passer la parole à Éric Zemmour, qui se demande sans doute de quoi vous pouvez bien parler et à qui, Éric Nolot, plus pragmatique, s'interroge lui sur votre position sur les primaires de la droite et du centre. Parfait.
Alors, mon cher Philippe Solers, il s'agit d'un livre d'entretien avec Franck Mouchy, comme il était dit, ancien patron du Monde des livres, lequel vous renvoie gentiment la balle du fond de cour quand on aurait aimé qu'il monte parfois à la volée pour éprouver votre passing shot. Je m'adresse à l'ancien joueur de tennis que vous fûtes. On aurait aimé qu'il y ait Stéphane Edberg en face de vous plutôt que Guillermo Villas. Il a amené beaucoup de choses que je n'aurais pas forcément eu envie l'idée de citer. Non, je ne suis pas d'accord. C'est un très, très bon joueur. Et franchement, je trouve qu'il rebondit bien. Enfin bon, c'est un très bon livre qui se lit agréablement. C'est vrai. Premier point de désaccord, il y en aura d'autres. Alors un livre dont le titre, Contre-attaque, s'entend tout d'abord comme une réponse à des attaques dont vous avez été la cible, des attaques assez anciennes. Vous pourrez répondre tout votre choix après, je déroule mon petit argumentaire, comme celle de la part de Régis Debray. Parce que ça le trouve. Oui, c'est ça. Citez-les par ordre d'entrée en scène. Non, parce que je fais une fiche assez synthétique. Régis Debray. Des attaques dont vous avez été la cible, des attaques assez anciennes, comme celle de la part de Régis Debray, qui est bien maltraité dans ce livre, ou de Laurent Binet, le romancier Laurent Binet, qui vous a mis en scène dans son livre satirique La 7e fonction du langage, d'où parfois l'impression d'assister à un règlement de compte au sein du landerneau littéraire. Mais, je le dis tout de suite, le titre Contre-attaque s'entend heureusement aussi de bien d'autres façons au gré des thèmes abordés. Celui de la France moisie, Anaïs trépigne, elle veut qu'on y revienne. Un concept que vous réactivez ici presque 20 ans après l'avoir forgé, la laïcité, l'islam, vos auteurs de prédilection, de Rimbaud à Debord, en passant par Hölderlin, Céline ou Bataille, des femmes, des attentats du 13 novembre, de la mondialisation ici rebaptisée par vous l'immondialisation, ou de ce que vous nommez la société de consummation, lacanien un jour, lacanien toujours. Mon passage préféré restant celui où Lénine vous convoque en rêve pour demander des comptes et où il s'avère que votre voisin du dessus est Hegel, quand tant d'autres se contentent plus modestement de cauchemarder qu'il repasse le bac ou entre en scène pour jouer dans une pièce dont ils ignorent le premier mot du texte. Mais je voudrais commencer par dissiper un possible malentendu. Dans le livre, vous revenez sur un article dont vous dites qu'on a négligé la part ironique et qui vous a valu d'être classé comme baladurien à l'époque. Or, dans ce même livre, vous faites référence avec beaucoup de sympathie à l'identité heureuse. Alors je voudrais vous poser la question suivante, les questions suivantes. Êtes-vous jupéiste? Est-ce que c'est un nouveau piège que vous tendez à vos exégètes? Et qu'est-ce que pour vous l'identité heureuse? Alors les exégètes pourront chercher. On a dit que c'était moi qui avais suggéré ce concept bizarre à M. Alain Juppé, qui est candidat à la présidence de la République. Par solidarité bordelaise. Alors voilà, il semblerait qu'en effet Alain Juppé soit pour l'instant, dans les sondages, le favori de l'opinion française. Il faut se méfier des sondages. Alors la question, à mon avis, est mal posée. L'identité heureuse. Les gens n'iraient pas vers Juppé, la gauche notamment, vers Juppé à cause de cette formule. Ils ne vont pas vers Juppé, ils vont vers Bordeaux. Et là, c'est là où est tout le problème. Quand la France s'effondre, elle est effondrée, elle va s'effondrer. Admirable sabordeur de la mondialisation heureuse. Donc, les gens veulent aller à Bordeaux, cher monsieur Nolot. 1870, la France s'effondre, tout le monde à Bordeaux. 1914, la France s'effondre, tout le monde à Bordeaux. Tout le monde à Bordeaux. Oui, tout le monde à Bordeaux, mais elle s'est pas effondrée. Elle a failli s'effondrer, vous avez raison. Ensuite, en 40, ça a été en 1914. Oui, je suis d'accord. Je sais, ils sont à 30 km de Paris. Il y a un soldat allemand qui tue... en 1914, un saint laïc français, c'est Charles Péqui. Et vous savez comment s'appelait ce soldat allemand? J'ai un scoop là. Martin Heidegger. Et le reste s'ensuit. C'était lui qui a tiré sur... Non, en 1914, tout le monde à Bordeaux. Oui. En 1940, tout le monde à Bordeaux. De Gaulle prend un avion pour Londres. Donc les gens sentent que le savoir-vivre, l'identité heureuse, dites-moi, mon cher Solers, a lieu à Bordeaux. Est-ce que vous ne me confondez pas avec Franck Mouchy, là, parce que moi, je ne vais pas me laisser embrouiller comme Mouchy. Il se trouve que vous vous réclamez d'une forme d'identité heureuse, qui est peut-être pas celle de Juppé. Exact. Mais je voudrais que vous la définissiez. L'identité heureuse, écoutez, il y a des présidents de la République qui ont quand même parfois l'intention de faire croire qu'ils lisent. C'est ça le problème de notre époque, c'est ça. Donc vous avez eu une photographie du président Mitterrand assis dans son fauteuil de monarque, en train de lire les essais de Montaigne. Montaigne, je vous assure, c'est un auteur... Oui, il paraît. Il y a Bordeaux, je vous vois venir, je vous connais maintenant. Il y a Montaigne, il y a Montesquieu, il y a la Boétie. On va revenir à Bordeaux, j'avais prévu, vous inquiétez pas. Donc, l'identité heureuse, c'est le savoir-vivre, tout simplement. Est-ce que vous êtes juppéiste, oui ou non? Non, madame, je suis bordelais.
Bon, alors j'en viens maintenant à la France moisie. Oui. Voilà. La France moisie, dans notre livre, si on peut résumer la pensée, c'est en fait la France anti-68arde qui veut non seulement effacer le souvenir, mais même éradiquer mai 68. Bon, mais là j'ai du mal à vous suivre. Vous dites, c'est plus la France moisie, c'est la France qui suffoque. Mais si, voilà ce que je n'arrive pas à comprendre. À mon avis, les 68ards, de bien des façons, ont remporté la mise. Ils sont arrivés au pouvoir, médiatique, économique, tout ce que vous voulez, et la France qui suffoque, elle est contre ces élites. C'est ce qu'on a vu du côté des États-Unis avec Trump, et c'est ce qu'on voit en France. Donc ça me paraît difficile que vous puissiez à la fois dire il y a quelque chose qui ne va pas en France et soutenir cet héritage de mai 68 contre lequel le peuple lui aussi se dresse, ou en tout cas qu'il conteste de plus en plus. Moi je trouve qu'il y a une contradiction. Il y a une contradiction tout à fait intéressante à creuser. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se lever en masse contre les élites, ça dépend de quelles élites on parle. Si ce sont les élites financières, les membres du CAC 40 ou du dîner du siècle et autres, enfin, je ne citerai pas les noms, ils sont interminables. Pour cette raison, il y a un livre qui vient de paraître sur lequel j'attire votre attention, parce que c'est un livre extrêmement important sur ce qui s'est passé dans l'univers médiatique. C'est le livre de Rude Lancelin, qui s'appelle Le Monde Livre, sur la dégénérescence voulue du journalisme et de l'Observateur. C'est-à-dire, ça c'est très intéressant. Oui, mais enfin, l'Obs, c'est quand même très post-68 aussi, l'Obs. Oui, mais l'Obs, l'ancien Obs, c'était... D'accord. Alors vous ne défendez pas tout mai 68. Qu'est-ce que vous défendez dans mai 68 alors? La liberté. Et encore la liberté, toujours plus de liberté individuelle, voilà, pour tout le monde. Alors, comme a dit l'ami bordelais de Philippe Solers-Montaigne, je m'avance vers celui qui me contredit. Éric Zemmour, c'est à vous. Bon, alors, moi aussi je vais reprendre ce texte de la France moisie parce que je vais vous dire quelque chose qui va... C'est loin déjà. Hein. Mais oui, justement, mais c'est vous qui commencez avec ça. Oui, je commence avec ça, mais nous sommes encore plus bas. Non, mais vous avez eu raison de commencer avec ça. C'est pas du tout une boutade et c'est pas du tout ironique, parce que je pense que c'est une des choses, pour le meilleur et pour le pire, malgré vous et pas malgré vous, qui restera de vous. Pourquoi ? Non, mais je vous dis ça, il y a d'autres livres qui restent. Moi, j'ai beaucoup aimé Femmes, par exemple. Donc, il y a d'autres livres que j'ai aimés de vous. C'est pas le sujet, vous comprenez ? Le sujet, non, c'est ce que vous avez incarné à ce moment-là. Nolo dit, c'est 68, anti-68. Très bien. C'est pas moi qui vais dire le contraire, parce que je pense qu'effectivement, depuis 40 ans, il y a un affrontement entre 68 et l'anti-68, et que effectivement, je suis d'accord sur ce point avec Nolo, 68 a gagné depuis longtemps, c'est pour ça qu'on est dans cette panade-là d'ailleurs. Mais c'est même plus profond, parce que ce que vous dites en fait, c'est très intéressant. Vous dites, la France moisie, c'est la France qui a toujours détesté les Anglais, les Allemands, les Juifs, les femmes indépendantes, etc. Vous n'avez pas tort. C'est la France gauloise. Mais c'est ce que j'allais vous dire, vous n'avez pas tort. Mais j'aimerais être, pour une fois, c'est moi qui vais demander de la nuance. Je vous en prie. Parce que cette France-là, qui a ses défauts, c'est aussi la France qui défend toujours le pays au nom de la liberté du pays, contre les étrangers qui veulent nous asservir. C'est cette France-là, si l'on en croit les historiens comme Simon Epstein, qui est la première à Londres. Donc cette France moisie, il faudrait un peu plus la respecter, Monsieur Solers, parce que c'est aussi la France à qui vous devez le fait de pouvoir parler librement aujourd'hui. Exactement. Et c'est pour cela que cet article qui a été vilipendé était le modèle même du chant patriotique. C'est-à-dire l'éloge de la France. Non, pas du tout. Non, mais il faut me dire, si vous moquez de moi, vous avez le droit, mais... J'aurais le droit, mais ce n'est pas du tout. C'est très sincère. Ce que je Donc il fallait prendre au 3e degré votre... Et le livre que... Pas de 3e degré. C'est un éloge de la créativité française à travers les siècles. J'ai un autre livre qui s'appelle Complot, ouvrez-le, vous verrez ce que ça comporte. C'est ça le problème avec vous. Je défends la littérature française. Mais non. Non, mais c'est ça le problème avec vous, c'est que vous dites tout et son contraire. Mais pas du tout. Mais si en fait, je me demande, je vous dire, je vous suis depuis longtemps, est-ce que vous pensez quelque chose ? Ou alors, est-ce que vous pensez, votre plaisir, c'est pas de penser le contraire de ce que vous pensez en permanence? Parce que du coup, là, vous êtes en train de me dire que votre texte n'aurait pas dû être pris au 1er degré, mais être pris au 3e degré comme un éloge de cette France moisie. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous vous foutez de ma gueule, ou est-ce que vous dites le contraire de ce que vous dites? C'est pas un éloge de la France moisie. C'est un éloge de la France que je qualifierais éternelle, si vous voulez. Pourquoi pas? Ouais, mais vous appelez moisie. Qui est présent dans ces
dans ces écrivains, car je me mêle pas d'idéologie tellement d'intellectualité tellement. Je suis un écrivain. Tout ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a eu et il y a encore de grands écrivains français et que la langue française est une merveille. Quel rapport avec ce que vous écrivez? Le rapport avec ce que j'écris, c'est que j'écris tout le temps dans cette langue française. Non, voilà, mais là, vous noyez un océan de poissons, là. Non, mais prenons la question sous un autre angle. Noyez la langue française. Mon cher Solers, prenons la question sous un autre angle. Moi, j'ai lu les deux livres, Complot et Contre-attaque. Il me semble que l'essentiel chez vous est plutôt engagé dans l'autre livre, Complot, où vous parlez de vos écrivains de prédilection, et que dans Contre-attaque, c'est peut-être ça qui gêne Zemmour, c'est que tout d'un coup, vous entrez dans le champ de quelque chose que vous vilipendez, c'est-à-dire ce que vous appelez le clergé intellectuel. Oui. Et vous êtes obligé de descendre dans cette arène, et on sent que vous y allez parce qu'il faut y aller à un moment, mais que vous êtes un peu gêné aux entournures, et que l'essentiel, c'est Complot, quand même, et vos écrivains. Je suis d'accord. Contre-attaque, ça s'appelle comme ça, parce que le clergé intellectuel, qui a remplacé un clergé beaucoup plus important, contre lequel les Lumières se sont dressées avec succès. Ils l'ont abattu, voilà. Voilà. Mais c'est d'ailleurs le clergé intellectuel, il naît des Lumières. On est toujours sous la domination du clergé des Lumières. Il est en pleine dégénérescence. Ah, ça, c'est sûr. Et puis c'est tout. Ben oui, d'accord, ça on est d'accord. Mais ce clergé en pleine dégénérescence m'attaque. Donc, mais c'est pas vrai, vous en êtes. Mais non, pas du tout. Monsieur. Mais non, pas du tout. L'un n'empêche pas vous l'autre, êtes l'incarnation du clergé intellectuel post-68 art. Pas du tout. Clergé intellectuel, ça n'est pas du tout ce que je suis, cher Éric. Vous avez raison, vous êtes un cardinal, vous n'êtes pas le petit clerc bas clergé, vous êtes Talleyrand. Prenez-le. Mais oui, vous êtes Talleyrand, toujours prêt à trahir l'un avec l'autre. Vous êtes tellement intelligent que du coup, vous vous emmêlez vous-même dans vos trahisons. Donc vous êtes Talleyrand. Talleyrand. Mais c'est le clergé. Talleyrand. Le clergé apostat, mais le clergé quand même. Apostat, oui. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Enfin, ne revenons pas. Oui, ne revenons pas en arrière. Bon, ne d'accord. revenons pas. Non. Encore une fois, je reprends Mitterrand avec les essais de Montaigne. Oui, alors. Voilà. Il fait semblant de les lire. Dans tous les commissariats, il y a eu des bousculades sous le portrait de Mitterrand lisant les essais de Montaigne. Vous parlez d'identité heureuse, vous me demandez si je suis du pays, je vous dis que je suis de Bordeaux. Je viens d'un pays dont je n'arrête pas de chanter, comme je peux, avec mon enfance qui se traîne par là, de façon en effet tout à fait satisfaisante à mes yeux, dans la mémoire que j'en ai, au milieu des villes, etc. Je vous convoque, si vous voulez, si tout ça s'effondre encore davantage, je peux vous nous recueillerez à Bordeaux. Je peux vous loger du côté de Margaux dans un hôtel. Non, mais vraiment dans une c'est gentil, j'accepte l'invitation. Si vous voulez vous cacher, venez. Merci. Non, mais revenons, ça peut servir. Revenons au malaise que vous essayez d'analyser dans ce livre. Vous écrivez à un moment, les Français n'aiment pas la domination qu'ils ont exercée à travers les Lumières sur toute l'Europe. C'est très juste. Moi, j'ai plutôt tendance à penser le contraire. J'ai plutôt tendance à penser que le malaise actuel français est que pour la première fois depuis très très longtemps, il n'y a pas de projection des Français vers l'universel. On a carburé à ça. La Révolution devait être universelle, les droits de l'homme devaient être universels. Même l'Europe, dans un certain sens, c'était une projection multinationale. Mais le christianisme, on est en Eric. panne. Donc, oui, même le christianisme. Donc, moi, je fais l'analyse inverse. J'ai l'impression qu'on est nostalgique de cette époque où la France donnait un peu l'exemple au monde et que nous sommes orphelins de cette période. Vous avez l'air de penser l'inverse. Cher Dolo, s'il s'agissait de nostalgie, ce serait pas mal. S'il s'agissait seulement de décadence, ce serait pas si mal. Mais vous savez, ce n'est plus la nostalgie, c'est la misère. Ce n'est plus la décadence, c'est la dissolution. C'est quelque chose qui fuit entre vos mains. La misère est intense. Et la dissolution est intense. Alors que faire ? Donc, quand vous êtes dans cette situation, parlez, dire-nous pour ceci, pour cela, comme le font les idéologues, le clergé intellectuel qui est dans sa fonction. Dire-nous, ce que j'évite beaucoup de dire, c'est mentir, presque automatiquement. D'accord. Donc, mais alors que faire ? On reste dans sa bibliothèque à lire les essais de Montaigne à Bordeaux. Oui, la bibliothèque est grandiose. Oui. Je vous assure. Non, mais je comprends bien. Il y a des moments la nuit où les morts veulent me parler. Ils se signalent. Je vois une petite lumière rouge qui s'allume dans la bibliothèque. Vous savez, je parle aux morts. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Donc vous lâchez l'affaire. Vous lâchez les affaires. Mais monsieur Solers, attendez. Parce que
moi, je suis assez prêt à vous suivre, vous le savez très bien. Suivez-moi. J'ai écrit la même chose que ça, c'est-à-dire sur la décadence, sur la dissolution, etc. Donc je suis vraiment prêt à vous suivre. Ce qui m'agace quand c'est vous qui dites ça, c'est que vous êtes un des responsables de cette décadence. Et que moi, j'aimerais que Solers vienne me dire, oui, mea culpa, c'est de ma faute, j'ai été 68 arts, j'ai été maoïste, j'ai été pour les élites mondialisées, j'ai fait tout ça, et j'ai vu n'importe quoi. J'aimerais que Solers me dise ça. Et après, on pourrait discuter avec des bases saines. Monsieur l'abbé, je vais vous le dire. Voilà, à condition que vous me pardonniez d'abord. Je vous pardonnerai volontiers. Voilà. Ça, c'est bien. Oui. Contrairement au commissaire politique qui ne pardonne pas forcément. L'abbé va vous ma pardonner. confession. On en parle Bon, plus. vous voulez le dire, mais en fait, vous le dites Est-ce pas. qu'elle est finalement. traduite du russe? Parce que Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Que j'ai pas tort. chacun Non, a sa sérieusement. bride avec ses livres de chevet. Et ça puis... veut dire que je faisais comme ci ou comme ça, selon mon propre parcours, qui a été d'une ténacité considérable, puisque je suis resté libre, c'est-à-dire personne n'est venu regarder ce que j'écrivais. Non, mais semblable. C'est vrai. Oui. Et que selon ceci ou cela, il y a eu des anecdotes qui sont idéologiques. Tout ça me Mais paraît personne secondaire par rapport à l'identité heureuse dont Mais je personne vous ne vous parlais. censurait parce que aussi, vous, pour la plupart des choses, parce qu'il y a des exceptions comme femme, où vous aviez été prophète, entre parenthèses, ça, je vous l'accorde volontiers, mais à part cette exception-là, je n'en connais pas d'autres. En général, vous disiez et vous écriviez ce que l'idéologie dominante voulait entendre et lire. Pas du tout. La preuve, c'est que la France moisie dont on parle a provoqué immédiatement Oui, un mais tollé. c'était exact. Pardonnez-moi, monsieur Mais Solers, non. la France moisie, c'est le résumé de ce que pensent les élites depuis 30 ans. Mais Écoutez, je crois pas Mais que j'avais c'était l'impression dans votre livre qu'il y avait un peu d'espoir quand même, les lendemains qui chantent. En fait, pas du tout. Je crois beaucoup que nous sommes dans une époque de mutation très sévère. Montaigne était dans sa tour, vous comprenez, il écrivait ses... Voilà, Enfin, il y avait les guerres de religion, il avait intérêt à rester dans sa On tour. s'égorgeait sous ses fenêtres. Ben voilà, Voilà, exactement. c'est pas, bon, donc, nous ne sommes pas là, sauf que quand même, On n'est plus très le loin. Bataclan, Charlie Hebdo, etc., etc. Bon, oui, mais enfin, Oui, il a raison. est-ce que la vraie dissolution, c'est pas celle de la dissolution dans le spectacle? Parce qu'en fait, Trump, on l'a pas analysé avec nos amis américains. Trump, c'est quand même quelqu'un qui vient du spectacle, qui vient de la télé-réalité, qui a conçu sa campagne. Bon, vous me direz, c'est très américain, il n'y a pas que lui, mais comme un spectacle, comme un show avec des épisodes, comme une série. Est-ce que c'est pas ça, en fait, le vrai La problème? société du spectacle n'a pas été formulée par moi, mais par Guy Debord. C'est un livre qu'il faut relire de temps en temps, ainsi que tout ce qu'il a écrit. Il serait très étonné de voir qu'il est débordé dans son diagnostic par, en effet, la mise en place d'un spectacle. Alors là, vous avez des flux d'argent qui circulent, et cette espèce de type, quand même, c'est un taré, hein, il faut bien le dire. Non, je suis pas d'accord avec vous. Alors, on va si, pas si, ouvrir c'est tout de un suite oui, le non, débat non, je suis pas d'accord. sur... ce qu'il y avait sous le tapis de l'Amérique, c'était quand même ça. Et donc, voir le type qui arrive avec toute sa famille, etc., c'est monstrueux, sans démence, comme disait Georges Bataille. C'est effrayant. Parce que tout simplement, il peut appuyer comme ça lui chante sur le bouton du clair. Je crois, on verra, hein, on verra. Mais je trouve que ça, très important. C'est une date très importante aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Solers, merci pour vos conseils de lecture. Lancelin, Montaigne, Debord. Pas sur le même plan, hein, s'il te plaît. Je rappelle le titre de votre ouvrage Contre-attaque. Et maintenant, c'est quoi? Restez avec moi, car maintenant, c'est le temps de l'apaisement, mais c'est aussi celui de l'ironie qui vous est si cher. Voici venir Tanguy Pastureau pour sa semaine politique.